just say this is the lovely Hélène, who is my interpreter, and without her, I wouldn't be able to be here. So, thank you so much. Donc dans mon monde, moi ce que je voulais passer comme message, c'était vraiment le côté, on vit vivre dans un système qui est opprimant pour les gens. Parfois on a du mal à voir ce qui se passe réellement autour de nous. Et par exemple nous vivons dans ce monde-là, mais il a fallu des gilets jaunes pour créer un mouvement, ou Greta Thunberg aussi. Après tout, on est tous dans le même monde et c'est elle qui a voulu commencer cette révolution. Et c'est la même chose dans mes romans, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va dire « Attendez, c'est pas normal ce qui se passe là » et qui du coup va résister. Et on étudie comment ça peut se développer en mouvement, comment ça peut grandir. Et ça explique également à quel point le changement est difficile. Et je tiens juste à préciser que je voudrais remercier mon interprète Hélène. Vive la mise en œuvre. Estelle, la même question. Merci. Alors, quand on m'a parlé de cette table ronde, en fait, j'ai cru comprendre que j'étais plus ou moins là pour deux de mes romans et deux de mes univers, qui sont tous les deux sortis ces derniers mois. Donc le premier, c'est celui qui n'est pas là, sur la table, enfin je veux dire, il est dans la bulle du livre. C'est mon space opéra, Les Nuages de Magellan. Donc c'est un monde où l'humanité a conquis toute la Voie lactée. On aurait pu aller plus loin encore vers d'autres galaxies, simplement il y a des grandes compagnies qui sont arrivées, qui ont créé un monopole sur les voyages spatiaux et qui les réduisent de plus en plus. Et donc on est dans un monde beaucoup plus vaste que le nôtre, mais on empêche maintenant les êtres humains, l'humanité, de rêver un nouvel horizon. Et le roman commence sur une grève de convoyeurs spatiaux qui, eux, voudraient pouvoir voyager, qui sont réprimés on ne peut plus durement. Et en fait, le roman raconte comment, finalement, à partir de là, quelque chose d'autre, peut-être un autre espoir, va reprendre. Donc voilà, ça c'est le roman qui n'est pas là. Et puis donc, celui qui est là, c'est le deuxième dans l'univers de Bohème. Donc là, on va complètement dans un autre univers. On est dans un monde médiéval renaissance, pas mal inspiré de tout ce qui est Europe centrale, Europe de l'Est, pour ses mythologies aussi. Mais comme c'est de la fantaisie, on peut complètement étendre les distances. Donc il y a Cernat-Tchernik, la capitale, c'est une ville qui est grande comme un pays, des murailles hautes comme une colline, enfin, c'est énorme. C'est un empire qui dure depuis 10 siècles. Qui, dans le premier tome qui au départ était pensé comme un tome unique, raconte donc cet empire qui dure depuis 10 siècles, qui croit pouvoir durer 10 siècles, et en un an, l'année qui va voir sa fin. Et surtout, la spécificité, c'est que cette fin va être amenée par des héros qui ne sont pas du tout dans les clichés, dans les images habituelles des héros de fantasy. C'est pas des grands chevaliers, c'est pas des élus de la prophétie, c'est pas des grandes magiciennes glamour. Il y a une grande magicienne glamour, mais c'est pas l'héroïne. C'est vraiment des gens que personne n'attendait et qui eux-mêmes n'attendaient pas ça d'eux en fait. Parce que pour écrire ce roman, donc les Seigneurs de Bohème, le premier, j'ai beaucoup lu sur des fins d'empire, beaucoup étudié des fins d'empire historiquement, voir comment ça fonctionne. Et disons, il y avait l'histoire qu'on m'avait apprise à l'école, qu'on nous a appris à beaucoup, je pense, dans les écoles françaises, qui était une histoire souvent faite par les puissants, par en gros des hommes blancs, hétéros, bien nés, qui faisaient avancer l'histoire, et puis les peuples qui les regardaient passer. Et il y a l'histoire que j'ai découvert à côté, notamment grâce à ma famille, l'histoire des ouvriers du livre, l'histoire des grandes grèves de porcelainiers de 1905, l'histoire des marins du XVIIIe siècle qui, dans des conditions atroces, voyaient quand même des horizons géographiques complètement nouveaux s'ouvrir à eux et qui se mettaient à penser à la liberté et qui inventaient la liberté sur la mer. Donc voilà l'histoire des peuples qui changent le monde et c'est ça qui me parle. Et c'est de ça que j'ai voulu parler dans Bohème. Comment finalement des peuples changent le monde là où les puissants ne l'attendent pas. Clément. Alors moi je pense que le roman, celui dans lequel j'ai développé la thématique révolutionnaire, clairement c'est Hollangar, qui est pour le coup sur la table. Alors à la base de ce roman il y avait une petite interrogation, j'aime bien travailler autour de ça pour commencer un roman. La petite interrogation c'était que se serait-il passé à la Révolution française si le roi avait accepté davantage le phénomène révolutionnaire. Je l'explique, je le rappelle pour ceux d'entre vous qui connaîtraient bien cette période. Au départ de la Révolution française en 1789, il y a un très fort sentiment d'injustice vis-à-vis de la caste nobiliaire. En revanche, il n'y a pas forcément un sentiment, en tout cas au départ, anti-monarchique, c'est-à-dire malgré la faiblesse de Louis XVI, la figure du roi demeure importante et relativement populaire dans l'opinion.
Du coup, que se serait-il passé si Louis XVI avait complètement joué le jeu de la Révolution? Est-ce que par exemple, contre l'instauration d'une démocratie, il aurait pu préserver dans une certaine mesure les intérêts des nobles? Pourquoi pas? Ça aurait pu peut-être s'imaginer. Et donc j'ai essayé dans Roland Gare de créer un monde où justement il y a eu une révolution une centaine d'années plus tôt, mais une révolution qui n'a pas complètement abouti parce que justement le roi a été capable de canaliser ça. Donc il reste des nobles, il reste une caste qui accapare une partie du pouvoir dans Roland Gare. Et c'est rajouté à ça évidemment ce qui est arrivé après la Révolution française, c'est-à-dire une révolution industrielle très forte avec de nouveaux moyens de locomotion, de nouveaux types d'énergie. Et donc il y a dans Roland Gare une double injustice, une injustice politique d'une part puisqu'il reste de la noblesse, et une injustice économique puisque la révolution industrielle, comme chacun sait, apporte son lot de richesse qui est capté par une certaine partie de la population et donc aussi son lot de misère. Voilà, c'est une société où il y a encore très peu d'entraide, de systèmes mutualistes, de choses comme ça, donc c'est très propice à une révolution. Voilà, et là-dedans, j'ai quand même mis des orques, des nains, des elfes, parce que moi je pense aussi que tout est plus cool quand on met des orques, des nains et des elfes. Nicolas. Alors pour ma part, moi je suis sur un roman de science-fiction qui est tourné autour des thématiques climatiques en particulier, et dans lequel on découvre un certain nombre de personnages qui vont être les victimes à la fois des événements climatiques et écologiques qui découlent de tout ça. Pour faire un contexte rapide, c'est une société sans abeilles, où une grande partie de la population, pour reprendre le 99,999, est destinée à polliniser des fleurs, parce que sans pollinisateur, on ne peut pas se nourrir. Ça arrive déjà en Chine, si ça vous intéresse. Et où un événement climatique va créer une très importante quantité de migrants, en l'occurrence climatiques, qui vont se retrouver parqués dans des zones et avec des conditions de vie très compliquées. Et moi, ma question, qui est une question que je me suis beaucoup posée au moment des printemps arabes, qui était qu'est-ce qui fait que des gens préfèrent risquer leur vie contre des policiers, contre des militaires, contre un système qui les enferme, finalement, se disent, voilà, c'est moins risqué pour moi d'aller taper quelqu'un qui a une arme en main, c'est moins risqué pour moi et pour mes enfants que de rester dans la situation dans laquelle je me trouve. Et je pense que la partie révolte dans mon bouquin, elle s'intéresse vraiment à cette dimension-là. Il se trouve que de temps en temps, ça fait boule de neige. Donc, les printemps arabes, c'est vraiment l'exemple que j'ai en tête. Et les gilets jaunes également. Alors, il trouve que ça s'essouffle pour d'autres raisons. Mais il y a vraiment à la base cette idée-là. On trouve avec des gens qui, globalement, c'est moins dangereux d'aller affronter des armes que de rester dans cette situation. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est le ressenti des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on passe le pas finalement? Voilà.